Vous écoutez le podcast Débrouillard, l'émission de ceux qui s'en sortent avec les moyens du bord, en prenant le contrôle de leur temps, de leurs revenus pour pouvoir vivre et travailler selon leurs propres règles. Chaque semaine, discutons entrepreneuriat, productivité, technologie, philosophie et psychologie avec des personnalités exceptionnelles. Pour ceux qui écoutent pour la première fois, si ce podcast est quelque chose qui vous plaît, alors je vous serais très reconnaissant d'en parler autour de vous rendre sur Apple Podcasts ou toute autre application de podcast de votre choix et me laisser une évaluation. C'est ce qui m'aide le plus. L'un des problèmes majeurs que rencontrent les petites et moyennes entreprises dans les pays en voie de développement est la gestion commerciale et logistique de leur activité via un système digitalisé bien rodé au quotidien. Et pour pallier à cette difficulté, j'ai le plaisir de recevoir un invité, Willy Diran, qui a mis au point une solution qu'il a appelée Pozos. Pozos permet à ces dernières d'avoir une vision d'ensemble de leur activité afin de mieux anticiper et de se projeter dans leurs prévisions. Un outil digital à portée de main qui synthétise l'activité et vous apporte les solutions nécessaires afin de dénicher de nouvelles opportunités de croissance. Dans cet épisode, on reviendra aussi sur le parcours atypique de Diran et il nous expliquera comment il est possible de multiplier son salaire par 3 en donnant des cours d'informatique plutôt que de bosser en tant qu'ingénieur pour de grosses boîtes d'audit. On parlera notamment de comment il a monté son entreprise sans financement de départ et enfin de comment il compte développer sa boîte à long terme. Sur ce, je vous propose d'écouter ma conversation avec Diran. Bonjour Diran et bienvenue sur le podcast. Est-ce que je peux te demander de te présenter? Oui, bonjour Guy et merci pour l'invitation à ton podcast. Donc, ça me fait plaisir d'enrichir plus ou moins ton podcast avec mes expériences. Donc, pour rapidement me présenter, donc moi, c'est Diran Tafel. Je suis né en 93 à Yaoundé et j'ai fait mes études jusqu'en licence au Cameroun, à l'Université des Montagnes. Et après, j'ai pu jouer d'une bourse de l'État français afin de terminer mes études en France où j'ai fait 2 années pour terminer ma formation. Et ensuite, j'ai commencé à travailler. J'ai bossé dans quelques entreprises de la place. Et ensuite, je me suis mis à mon propre compte. Et voilà, je pense que ce sera la quintessence de notre discussion. En effet, comme je te le disais en off, j'avais déjà reçu sur le podcast Loïc Camois qui est un agripreneur et qui a ouvert aussi un restaurant, notamment le restaurant Sankara, pour lui faire un petit peu de pub. Excellent restaurant d'ailleurs où on peut manger en famille des plats typiques de la région à Yaoundé, au Cameroun. Donc, Ouais. c'est par son biais que j'ai entendu parler pour la première fois de Pozos, qui est ton projet principal, ce qui fera l'objet de cette interview. Il disait tantôt dans le podcast, dans cet épisode, que je recommande d'ailleurs, aller l'écouter, je crois que c'est le deuxième épisode de ce podcast, il fait partie des premiers que j'ai eu interviewé. Ouais. Euh, il disait utiliser cette solution pour assurer le suivi de ses ventes, des gestions rationnelles aussi, euh, de ses stocks. Donc, je suis tombé il y a peu sur un post LinkedIn de mon petit frère Dave Loic, que j'embrasse, qui mettait en avant ta solution et je me suis précipité de te joindre sur LinkedIn pour organiser l'échange qu'on est en train d'avoir à l'instant et tu as tout de suite accepté. Merci déjà pour ça. Donc, du coup, mon petit frère, je crois qu'il a fait ce partage notamment parce que soit tu fais partie de sa promotion ou d'une promotion beaucoup plus avancée à Grenoble, puisque c'est là-bas qu'il étudie. C'est à Grenoble que tu as fait ton parcours. Alors, c'est à Grenoble, mais on va plutôt dire que c'est pas exactement la même promotion, parce que lui, il est venu après moi, on se connaît au travers de l'association qui réunit les Camerounais de Grenoble. On organise généralement, je faisais partie de l'association, donc membre du bureau, et c'est lorsqu'on accueillait les nouveaux, en fait, qu'on faisait connaissance avec les nouveaux arrivants dans la ville de Grenoble, donc notamment des... Ah, d'accord. Et du coup, c'était quoi que tu as utilisé? Quoi? Tu t'es spécialisé en quoi dans tes études? C'était quoi tes... Alors, donc, dans l'informatique, je me suis spécialisé dans le cloud computing, donc le fait de mettre à disposition des fois des applications sans pour autant que le client y connaisse quelque chose dans l'IT. Donc, voilà, c'est plus ou moins ça résumé en fait. Donc voilà, quelqu'un voudra par exemple une application de disponible.
Bon, on va lui dire, va juste à cette adresse-ci dans ton navigateur et tu auras du coup l'application que tu souhaites. Et du coup, il ne saura pas ce qui est derrière, en fait. Et donc, c'est nous qui faisons, entre guillemets, ce travail-là, en fait, de mise à disposition des applications, peu importe où ils se trouvent dans le monde entier. Et c'est quoi l'effet pratique en fait de ce cloud? C'est juste des espaces, un espace virtuel que vous ajoutez à sa plateforme ou qu'est-ce que c'est exactement pour la moyenne des personnes qui ne comprennent pas de quoi il s'agit, quoi? Oui, tout à fait. Alors, un client peut, par exemple, vouloir en fait que on lui déploie son application de comptabilité. Lui, il n'est pas IT en fait, donc il ne saura pas quoi faire et il n'a pas envie d'acheter de machines ou d'installer son application. Donc, mon travail à moi, c'est de mettre en place tout l'aspect informatique, infrastructurel et on va dire application et codage, tout ce qu'il faut, afin en fait de rendre l'application qui sera simplement visible par l'utilisateur final. Et moi, je m'arrange à ce que le service soit toujours disponible. Donc, c'est un aspect virtuel, caché pour l'utilisateur final. Donc, le client, on va juste lui dire, va là-bas et tu verras ton application, en fait. Mais moi, derrière, ce que je fais, c'est que je crée des machines, je crée des trucs, je lance, je dépose son application, j'installe son application, je lui dis, bon, peu importe où tu es dans le monde, va juste ici et tu verras en fait ton application qui est disponible et tu pourras l'utiliser. C'est un peu comme le mail en fait. Le mail, peu importe où tu es dans le monde entier, tu vois tes mails. Parce qu'à la réalité, tes mails sont hébergés quelque part. C'est hébergé dans un endroit que tu ne connais même pas. Physiquement, tu ne connais pas. Mais du coup, ça, c'est Yahoo qui s'occupe en fait de ton adresse mail ou éventuellement Google dans le cas de Gmail. Donc, ça veut dire que Google, à ce moment-là, est l'entreprise qui gère ton cloud. Et moi aussi, je peux aussi gérer le cloud de quelqu'un. Donc, l'application de quelqu'un. L'application que quelqu'un consomme. Top. Et dans l'exemple le plus commun, du coup, c'est les mails, en fait, que les gens comprennent plus, puisqu'ils utilisent leur mail. Mais ils savent pas où c'est. Mais c'est géré, du coup, par quelqu'un. Donc on peut pas faire plus simple, donc je pense que là c'est un peu plus clair. Du coup, c'est quoi la transition entre... Est-ce que tu es toujours en entreprise ou tu es à 100% dans ton business actuellement? Pour revenir un petit peu derrière, est-ce que donc ça veut dire que tu es passé par plusieurs boîtes puisque tu parles de la dernière boîte dans laquelle c'était quoi après tes études? C'était quoi la suite? Tu as tout de suite trouvé un truc ou c'était compliqué? Tu as fait des mois. Ouais, c'est intéressant. Et ça te permet de voir un petit peu les modes de travail de ces différents. Peut-être qu'ils sont ces entreprises qui sont parfois concurrentes, en fait. Là, tu as une vision un petit peu d'ensemble de. Effectivement. Et comment est-ce que ça s'est fait, cette transition entre le fait que tu étais déjà un ingénieur certifié, qui avait déjà une certaine expérience, qui avait déjà entamé tu avais déjà une vie professionnelle que tu avais entamée, notamment par ces différentes boîtes par lesquelles tu es passé. Comment est-ce que le déclic s'est fait entre ça et le fait que tu t'es mis à entreprendre, à créer ta propre. On va arriver sur le thème Pozos, mais je pense que le truc, la transition, c'est d'abord la partie où tu donnes des cours d'informatique, probablement en présentiel, virtuel. En présentiel et quelquefois en virtuel, oui. Ok, comment est-ce que la transition s'est faite? T'en avais assez de bosser pour les Alors, gens? oui, je pense qu'on a plus ou moins les étrangers à un moment donné un ras-le-bol. Et l'aîné Douglas, en fait, a suffisamment argumenté dessus dans la mesure où
on se retrouve à un niveau, ça devient très répétitif. On se rend Je compte vais un que petit peu préciser. Quand il parle d'Eric Douglas, il parle de, bien sûr, Douglas Biondo, que j'ai reçu ici de 10 000 codeurs dans l'avant-dernier podcast, parce que demain, il y aura un podcast qui va sortir dans 10 ans. Dans l'avant-dernier podcast, Douglas Biondo de 10 000 codeurs, c'est de lui, c'est de lui dont il s'agit. Désolé de t'avoir coupé, c'était juste pour préciser pour pas ceux de qui ne se souci. retrouvent pas. Effectivement, c'est effectivement non. Donc voilà. Donc en fait, j'ai eu l'occasion de suivre attentivement son intervention et je pense qu'on partage tous en tant que étrangers ce mal-être-là qui à un moment donné être dans une grande entreprise et ne pas évoluer comme on le souhaiterait, d'être même des fois sous-exploité, mais l'entreprise continue à nous exploiter pour, entre guillemets, boire ses beurres. C'est-à-dire, elle fait beaucoup d'argent sur toi, mais toi-même, tu ne ressens pas, en fait, cela. Donc, il y a un moment donné… Ce qui est tout à fait légitime, hein. Je veux dire, du point de vue Tout de à fait. ceux qui possèdent les entreprises. Donc, dans leur Exactement. cas, C'est la même c'est chose pas que une fera mes critique. employés, hein. Ouais, On est bien d'accord, c'est la même chose que fera mes employés. C'est juste que chacun trouve son intérêt à un moment donné. Donc, moi, je me suis effectivement. dit, je peux apporter plus. Donc, je peux faire plus et mon entreprise ne me permet pas de le faire. Et entre-temps, j'aimais l'enseignement, j'aimais transmettre des connaissances. Déjà, quand j'étais à l'université, je commençais déjà à donner des cours donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui me plaisait parce que ça me permettait de me libérer. J'aime bien transmettre de la connaissance, j'aime bien aider les gens en difficulté. Et du coup, j'ai été du coup contacté par mon ancienne école qui m'a dit qu'est-ce que tu fais? On a besoin de gens pour donner cours, etc. dans les différentes villes parce que je suis dans une école où ils ont plusieurs campus dans la France et dans le monde entier. Donc, il y a des cours qui se donnent un peu de partout. On Ce qui peut fait les qu'il m'appelle citer? le nom de l'école, Ouais. Supinfo, du coup, Supinfo International University. Ok, ok. Donc, c'est une école privée d'informatique et ils sont dans presque, je sais pas, presque toutes les villes de France. Donc, ils me disent qu'ils ont besoin de quelqu'un pour intervenir sur les campus et tout. Et vu qu'ils ont eu de bons retours des étudiants à qui j'avais donné cours, on m'a rappelé. Et donc là, je commence à prendre au goût et je pose des jours de congé pour aller donner cours des fois. Et au fur et à mesure, je commence à me détacher un peu de l'entreprise parce que je me dis, je ne me sens plus autant à l'aise en fait parce que je ne suis pas maître de moi. Je suis quand je vais donner cours, c'est moi qui décide de ce que je dis, de ce que je fais. Donc, il y a cette liberté-là, en fait, que je n'avais pas en entreprise. Donc, petit à petit, j'ai commencé à me détacher de l'entreprise et à créer même des motifs, à prendre même des congés non payés. Parce que, à la réalité, je gagnais plus. Imagine, par exemple, quand j'ai vu une fiche passer devant moi à un moment donné, bien sûr, mes chefs ne savaient pas que j'ai vu le document. Mais j'ai vu à combien est-ce que j'étais vendu, en fait, en prestation. Et je me suis rendu compte qu'en travaillant juste 4 jours par mois, ça payait déjà mon salaire. Donc, ça veut dire que les 15 autres jours, en fait, je l'ai donné plus ou moins à mon employeur. J'ai dit non, mais c'est pas comme ça que ça doit se passer. J'ai mis Donc, C'est pratiquement la même expérience que Douglas a relatée. exactement, Je vois. exactement. Moi aussi, c'est aussi. Parce qu'au final, c'est de bonne guerre. Ils t'ont appris des choses, tu leur as aussi donné de l'argent. Maintenant, voilà, tu leur as fait gagner de l'argent. Maintenant, il faudra aussi que voilà, tu puisses voir un peu plus loin. C'est pour ça que je me Généralement, suis c'est aussi qu'il y a tellement de strates, en fait. Toi qui arrives à la fin, il y a peut-être encore au milieu, peut-être 3, 4 personnes, en fait, tu vois. Et chacun coupe sa part du gâteau, tu vois. Et c'est le dernier truc de la fin, là, ce qui est C'est légitime ça. hein, jusqu'à présent. C'est pas une critique qu'on fait à ces gens, c'est du Mm, business, quoi. C'est tout simplement du business, c'est légitime. c'est ça. Juste qu'il faut choisir, il faut se positionner. Soit tu es du côté des vendeurs de Mm. pelles, ou alors il faut se positionner par rapport à ça, quoi. Ok. Et le positionnement même également dépend de ta situation personnelle, tu vois. Parce que pour ceux qui ont des crédits, des enfants et tout, c'est compliqué même après avoir fait ce constat-là, de partir en fait. Or, moi, tout jeune, 24, 23 ans, donc je m'en fous un peu. Je me dis, bon, voilà, hein, j'ai pas de charge, j'ai pas de famille et tout. Donc Pour rien voilà, arriver entre de guillemets, pire. moi, je suis Par l'enfant de ma quel... mère qui est hors de, voilà, qui suis hors du Cameroun, donc je suis seul ici, donc je fais un peu, entre guillemets, ce que je veux. Donc au final, moi je dis à mes collègues, bon, moi je vais bientôt partir, moi je veux uniquement donner cours et tout. Et voilà, j'en parle à mon chef, je lui dis que bon, je vais partir. Forcément, ils ne sont jamais heureux que tu partes. Mais je leur dis, voilà, moi j'aime donner cours, ça me plaît de donner cours. Et je pense que j'ai choisi de faire ça au bon moment parce que je me suis lancé avec le profil
auto-entrepreneur. Donc, avec Mhm. auto-entrepreneur, j'avais en fait, dû à mon âge, vu que j'avais moins de 25 ans à ce moment-là, alors j'ai pu profiter d'une aide en fait aux auto-entrepreneurs de moins de 25 ans qui fait C'est qu'ils la BPI, si je ne me trompe pas. C'est comme ça qu'ils appellent ils ça appellent chez ça vous. l'ACRE. Bon, ici, ils appellent ça l'ACRE. Ah, ok. ACCRE, un truc de Je, l'aide, machin et tout. Voilà. Je sais pas Donc, trop, c'était. comme c'est le système français, moi je suis en Allemagne. Et du coup, Ah, est-ce que voilà. tu as fait une rupture conventionnelle avec tes patrons? Non, non, j'ai même pas voulu parce que bon, le chômage, au final, voilà, tout ça me disait vraiment rien. J'ai dit, je veux me barrer, je veux me barrer. J'ai juste dit, je veux me barrer. Parce que les ruptures conventionnelles, des fois, c'est compliqué. Il faut être un très bon négociateur pour les avoir, hein. Bon, moi, je n'étais pas un très bon négociateur et je n'avais pas les arguments, au final, pour faire pencher la balance vers cet aspect-là, en fait, de ma sortie. Mhm. Donc, j'avais déjà des marchés, j'avais déjà des endroits où je pouvais donner cours. Donc, j'ai vraiment pas voulu réfléchir. J'ai dit, je me lance directement. Donc, et pour preuve, en fait, dès que j'ai terminé, le jour où j'ai terminé, le lendemain, j'étais déjà en train de voyager pour aller donner cours quelque part. Donc, c'était vraiment le cadet de mes soucis de négocier une Mais sortie, du en point fait. de vue salarial, est-ce que avec les cours que tu donnais, tu arrivais à gagner autant que tu gagnais Près quand de tu deux à étais trois en... fois. Pardon? Près de deux à trois fois, oui. Oh, Près de deux à trois fois. là, il y a vraiment pas beaucoup Effectivement. à réfléchir, hein. C'est ça. C'est pour ça que j'ai dit, en fait, et en plus, je travaille que 3 jours par semaine. Donc, des fois, voilà, je me dis, à un moment donné, il y a des sacrifices que j'ai fait dans ma vie pour apprendre certaines choses. Et donc, maintenant, je ne fais que profiter de cela, en fait. Parce que quand je raconte des fois mon histoire aux gens, ils s'imaginent que c'est en un clin d'œil que ça a été fait. Non, c'est bien parce que j'ai passé des nuits blanches et que maintenant, je peux vendre une compétence, en fait. Une Ouais. compétence qui me demande juste d'être présent quelque part 3 jours par semaine. Donc, quand le jeudi et le vendredi sur la maison, les gens disent que bon, je ne fous rien. Mais pour le même salaire, je travaille 50% en moins de temps. Donc voilà. Pour un peu plus, même pas. Voilà. C'est Donc du vraiment très coup, intéressant. C'est une grande leçon, hein, surtout pour ceux qui sont dans le même domaine que toi et qui peut-être ils ont potentiellement des trucs qu'ils veulent lancer mais n'arrivent pas à se dégager assez de temps parce qu'ils sont en entreprise et tout. Il y a d'autres possibilités. Ils peuvent vendre une compétence qu'on ne pourra jamais leur enlever, en fait, ce qui est dans leur tête, quoi. c'est ça, c'est ça. Et effectivement, tu as totalement raison, hein, parce que ça dépend également du domaine. On a la chance que dans l'informatique, en fait, on a besoin de tout le monde à tous les niveaux. Contrairement à des domaines suffisamment spécialisés, on peut dire aéronautique, etc. Pour être consultant en aéronautique, mon ami, si c'est que, ou bien pour être freelance en aéronautique, si c'est que tu n'as pas 15 ans d'expérience à avoir fait voler des avions, on ne va jamais faire appel à toi. En informatique, on a tellement besoin de gens qu'on peut accepter même des gens qui sortent de l'école, hein. Moi, je suis sorti de l'école, ça fait 3 ans. Mais je donne cours même dans des centres de formation. C'est l'avantage de l'informatique. Il y a des choses que nous, on peut se permettre. On peut se permettre d'être freelance, même à la sortie de l'école, contrairement à ceux qui ont fait ingénierie mécanique, ingénierie spatiale, etc. Donc voilà, c'est un peu l'avantage que nous, on a. C'est que très vite, on peut être des freelance. Parce que le terme freelance dans la tête des gens résonne comme quelqu'un qui a une expertise qui parlait de 10 à 15 ans. Tu vois, et il vient vendre donc cette expertise unique-là. Alors qu'en informatique, non. On a besoin de tout le monde à tout moment, en fait. Donc, ce qui fait que, voilà, quelqu'un de sortie de l'école, il peut être freelance, hein, et il se fait 5000 balles par mois. Voilà. Ouais, c'est vraiment intéressant. Et voilà, c'est ça. Mm. Et du coup, tu dis tu donnes des cours pour cette entreprise privée. C'est qui tes apprenants, si on peut ou tes Ce sont étudiants? C'est des gens qui... Oui, je t'écoute. C'est quoi le profil, en fait, Ah, ce sont de tes des étudiants? ingénieurs informatiques comme moi, en fait, à qui je donne cours. Généralement, je prends les quatrièmes et les cinquièmes années. Mhm. Alors, ce sont des choses qu'on retrouvera Mais là, ce sont des difficilement. Par cours exemple. intensifs ou ce sont des cours qui sont vraiment inclus dans le parcours? Tu arrives là en tant que professeur Ah oui, 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 oui. d'informatique. Ah oui, oui, oui. Effectivement, oui, oui. Du coup, j'arrive effectivement avec des gens. Bon, des fois, je suis le plus jeune de la salle, même par rapport aux étudiants. Mais oui, 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 tout à fait. Donc, Ce qui doit être bizarre pour les autres. effectivement, donc voilà, des fois, c'est un peu même gênant, mais c'est pas très grave. Donc, du coup, oui, j'arrive, c'est dans leur cursus, en fait. Parce que moi, j'ai fait ces cours-là quand j'étais dans l'école. Et par Mhm. la suite, j'ai été validé par l'école selon quoi je suis capable de donner ces cours-là, en fait. Et donc, maintenant, je viens en tant que professeur. Et ce qui est intéressant, c'est que vu que je suis en direct avec le client, donc le client, en l'occurrence, c'est l'école de formation, C'est alors c'est l'école. moi qui facture. Et donc, je peux me permettre quelques folies. Quelques folies. C'est quoi que tu entends par quelques folies?
Ça veut dire que quand je vois, par exemple, ce que ma boîte facturait au client et ce que moi je touchais, il y avait un grand écart, en fait. Mhm. Or, vu que c'est maintenant moi qui suis directement en communication avec les clients, c'est différent. Ça veut dire que je peux me permettre de facturer comme une entreprise. Donc voilà, c'est un peu ça le gap en fait différencié qu'il y a entre deux situations en fait. Soit tu décides d'être à ton propre compte et c'est toi qui vas entre guillemets draguer les clients, soit tu restes dans ton bureau au frais, au chaud. Le commercial s'en va vendre, te vendre, même si tu n'as pas les compétences et tu vas te débrouiller, on te donne les miettes. C'est un choix que chacun fait. L'un a l'avantage, c'est la sécurité, et l'autre a un avantage, c'est que aussi tu fais ce que tu veux, mais voilà, avec un peu moins de sécurité. C'est top. Moi j'avais un pote, c'est vrai qu'aujourd'hui, il a changé d'avis, il s'est lancé déjà en tant qu'indépendant, même s'il bosse toujours pour des boîtes, mais beaucoup plus en direct maintenant. Lui, il a plutôt fait dans la cybersécurité. Yannick, que j'embrasse aussi, d'ailleurs. Lui, à l'époque, il hésitait par rapport à l'aspect, en fait, des impôts, quoi. Il avait une crainte, il se disait, ouais, c'est vrai que euh, tu vas te retrouver avec, tu vas signer des contrats à 5 000 à 6 000 balles par mois, mais ce que tu auras sur ton compte à la fin, c'est beaucoup moins que ça. C'est peut-être divisé par 3 par 4 en fait. Et peut-être c'est mieux de rester directement en entreprise. Toi, qu'est-ce que tu réponds à ce genre de truc? Même si Yannick, il n'est plus dans cette situation-là. Je dis ça juste peut-être pour Tout à fait, éduquer oui, d'autres oui, tout à personnes, fait. quoi. Et je comprends tout à fait, hein, c'est le problème que beaucoup de personnes ont lorsqu'ils veulent se lancer à leur propre compte. Donc, c'est très pertinent parce que, comme je disais, tout dépend du moment auquel tu vas commencer, en fait, ta société. Moi, lorsque je me suis mis à mon compte, en fait, comme je te l'ai dit, j'avais moins de 25 ans. Donc, ce qui fait que j'ai eu des aides. Et les aides font en sorte qu'en fait, l'État ne m'enlève presque rien. Mais oui, si c'est que tu es un freelance comme un autre et que tu gagnes beaucoup, des fois, le ratio, en fait, entre ce que l'État va te prendre et donc ce qui va te rester et ce que tu aurais gagné en entreprise, des fois, je te trouve mieux de rester en entreprise. C'est vraiment ça. Donc, tout dépend du type de contrat que tu signes et du moment où tu le fais, en fait. Comme je dis, moi, j'ai eu la chance que, dans mon cas, l'État, par exemple, prélève généralement 25%. Moi, il me prélève moins de 10%. Des fois, moins de 7% même. C'est moi parce que j'ai créé mon entreprise à un moment donné. Mais oui, c'est un facteur à prendre en compte. Si c'est que l'État te prélève 25% et que ton contrat, c'est, on va dire, je sais pas moi, 5 000, des fois, rester en entreprise, pour les profils très pointus, est plus profitable pour eux de rester en entreprise, en fait, que de créer une société, que de créer en auto-entreprise, je veux dire. Mais ce que certains font, alors certains experts font, c'est qu'au lieu de faire une auto-entreprise, parce qu'avec l'auto-entreprise, en fait, tu as un barème. Ouais, tu ne dois Tu pas as un dépasser un barème, certain seuil, sinon tu vas être, comment on dit ça en français? Tu vas être imposé d'une autre façon, en fait, comme une entreprise, quoi. c'est ça. Et même c'est interdit ici. Donc, quand tu es en auto-entreprise, tu as un plafond. Sauf que certains experts, si tu les limites, par exemple, à 60 000 par an, pour lui, c'est plus profitable d'aller être salarié que d'avoir un chiffre maximum de 60%. Parce qu'avec 60%, s'il est imposé à 25%, ce qu'il gagne réellement, c'est moins que ce qu'il aurait gagné s'il était en entreprise avec son expertise. Est-ce que tu vois un peu la différence? Donc, pour les experts comme ça, et donc ce qu'eux, ils font, c'est qu'au lieu d'être freelance, ils créent plutôt des entreprises, en fait. Tu vois, ils s'associent deux ou trois, ils créent des entreprises où maintenant, ils pourront se permettre d'avoir des chiffres d'affaires au lieu de 60 000 à 200 000 parce qu'eux, ils sont des experts. Mhm. Et là, il se reverse probablement des dividendes plus d'épais, hein. Exactement, dividendes. Donc, en fait, ils ont beaucoup plus, donc pour eux, c'est beaucoup plus profitable d'être dans ce genre de truc, en fait. Oui, ok, c'est vraiment, c'est un thème très intéressant, c'est très intéressant. Du coup, pour faire la transition, eh, tu donnes toujours des cours, c'est ça? À côté de Pozos. C'est ça, c'est ça. Et comment est-ce que le projet Puzzle s'est fait? Comment ça te vient à l'esprit? Tu peux nous expliquer un petit peu le mécanisme, comment tu es tombé là? Bien sûr. Donc, alors, comment est-ce que je pense à Pozos? En fait, quand j'ai terminé mes études, vu que j'étais habitué à travailler le soir à la maison, c'était terminé parce que je n'avais plus les devoirs à faire à la maison. J'étais salarié.
Donc, je rentre à la maison, je Fallait regarde trouver mes de nouvelles séries. habitudes. Qu'est-ce que j'ai là? C'est ça. Donc, il faut que je trouve maintenant quelque chose qui va m'occuper. Maintenant, je me dis, bon, il faudrait que je trouve quelque chose qui va m'occuper. Voilà, pendant le reste de mon temps, je commence à me poser des questions. Comment est-ce que je peux en mettre ce temps-là à Mais il y profit? a Netflix. Pourquoi... Pourquoi spécifiquement ça? Alors, c'est vrai que je n'étais pas trop dans la distraction, j'étais toujours dans apprendre, apprendre, apprendre. Et aussi, c'est vrai, il y a Netflix, voilà. Mais sauf que j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube qui parlaient du développement personnel. Et je voyageais pour aller très loin travailler parce que je venais de commencer à travailler. J'étais en mission dans une ville qui était un peu loin. Et donc, il fallait que je gagne, que je fasse en fait 1 heure à 2 heures de trajet par jour. Il fallait capitaliser sur le trajet, en fait, le temps de C'est trajet. ça. Donc, je commence à lire. Je commence à lire, je commence à lire beaucoup. C'est quoi que tu Donc, quand lisais je comme commence à bouquin? lire, Tu peux nous citer quelques-uns? alors, il y a la semaine de 4 heures, il y a le Ça me Personal ferait. MBA, il y a Startup Academy, il y a les Dale Carnegie, donc les trois, comment se faire des amis, comment se parler en public et comment, Les etc. classiques, ouais. Voilà, exactement, le développement personnel. Donc voilà, quelques trucs en entrepreneuriat, Silicon Valley, le livre sur Mark Zuckerberg, celui sur Bill Gates, celui de Apple là, euh, sur Steve Steve Jobs, Jobs, ouais. voilà, et Paul Allen, etc. Donc bref, je lis en fait ces ouvrages-là. Et c'est de là que la transition se fait, en fait. Et alors je me pose la question, mais au final, ce que je fais, comment est-ce que je peux trouver une voie à ma vie en fait? Comment est-ce que je peux me donner une certaine direction? Qu'est-ce que je peux faire de plus que simplement me lever le matin et aller travailler? C'est là où je réfléchis aux difficultés que mon oncle a eues avec sa boutique. Donc, il a finalement fermé sa boutique et c'est là où, en fait, c'est également arrivé à la période là, où il a finalement mis la queue sur le On paillasson, rappelle que donc il a ton fermé oncle, sa il boutique est au Cameroun, c'est parce ça? Il a que une boutique physique au Cameroun. c'est ça, il est au Cameroun. Mhm. C'est ça, il est au boutique physique au Cameroun, c'est ça. Et donc, quand ça arrive ainsi, je me dis, mais moi, je lui pose la question, mais tonton, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu fermes? Il me dit, ah, est-ce que moi je sais? Je ne sais pas. Je dis, ok, mais donc ça veut dire que tu ne peux pas faire un feedback ou quoi que ce soit. En fait, tu ne sais même pas ce qui s'est passé et tout. Il dit, ah, ça arrive, hein, donc moi je ne sais pas ce qui s'est passé et tout. Et il passe à autre chose. Moi, je me dis, il est sûrement pas seul dans cette situation-là. Donc, il doit y avoir nombreux sont les commerçants qui doivent avoir ces difficultés de pouvoir savoir même ce qui se passe dans leur boutique, dans leur commerce, dans leur restaurant, etc. Mhm. Donc, je dis, OK, moi, je vais essayer de réfléchir à un moyen de leur apporter, au travers des études que j'ai faites, une solution. Et donc, je commence donc à travailler pour voir comment est-ce que je peux leur proposer un outil pour suivre leur activité et à la fin pouvoir déterminer, même en cas d'échec, ce qui allait et ce qui n'allait pas. Pour potentiellement anticiper sur un autre. C'est ça. Ouais, Savoir déjà que intéressant. là, ça ne va pas aller. Et là, anticiper effectivement, nous sommes sur la bonne croissance, etc. Mhm. Parce que je me renseigne aussi ici en France, je me dis, mais ici, là, je les vois, ils ont toujours des caisses enregistreuses. Mais au final, c'est quoi le problème avec nous? Je me rends compte qu'effectivement, on n'a pas cette culture d'avoir un suivi de ce qu'on fait. Nous, c'est dans le Mhm. tas. Ouais, en plus, c'est beaucoup plus de liquidité. C'est vrai qu'avec le temps, il y a de plus en plus de solutions. On a notamment Wikashop, par exemple, C'est qui ça. permet déjà le paiement avec des mobiles. Au moins, à partir de là, on peut déjà retracer un petit peu les transactions qui se font. Exactement. Et puis, avec ta solution qui est plutôt innovatrice pour des pays en voie de développement, je dirais, c'est, c'est justement aussi l'une des raisons pour lesquelles je t'ai invité ici, parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on devrait en parler très fort et puis montrer ces solutions qui, ici en Europe, sont plutôt basiques, mais qui, chez nous, font une grosse différence, en Exactement, fait, oui. sur les chiffres d'affaires, sur ne serait-ce que la logistique, ouais, l'organisation et tout, et de notamment anticiper sur des faillites comme celle que ton oncle a eu, quoi. Et du coup, toi, tu euh, constates dans cette problématique, tu creuses un petit peu le sujet, tu fais un petit peu le parallèle avec les entreprises que tu vois souvent ici, qui ont toutes des caisses qui peuvent avoir un historique en fait de tout ce qu'ils font et de là
sûrement, c'est de là que naît cette idée Voilà. de peut-être créer une solution locale, pas forcément inspirée d'ici, mais pas totalement du copier-coller parce qu'il y a des réalités du terrain, j'imagine. Et c'est de là que que naît Pozos. Mm. Et en termes de réalité, effectivement, parce que c'est important de parler de réalité. Les commerçants, des fois, ils savent qu'ils ont ce besoin-là. Mais sauf Mhm, que quand ils regardent les prix, généralement, ils importent depuis l'Europe. Et donc, ça devient très, très, très onéreux pour eux. mhm. Donc, ils préfèrent abandonner. Donc, il y en a qui ont vraiment conscience que c'est nécessaire, hein, mais vu les prix, ils préfèrent laisser tomber. Donc, il y a le facteur 1, gestion de son commerce, et 2, comment le rendre abordable pour nos commerçants à nous. D'accord. Et du coup, vu que c'est quelque chose de nouveau, j'imagine qu'il y a probablement aussi une phase où il faut éduquer les gens, leur expliquer euh, s- comment utiliser cette technologie, comment est-ce que c'est compris en fait dans le package? Parce on va en parler tout à l'heure probablement un petit peu de comment est-ce que tu packages ta solution, les tarifs et tout. Est-ce qu'on peut un peu creuser dans le sujet directement? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est quoi? Je fais appel à Bezos pour installer toutes ces structures, tout ce matos dans mon restaurant. Comme le restaurant, on va prendre le restaurant Sankar, un cas pratique, le restaurant Sankar à de Loïc Kamois. Oui, oui. Comment est-ce que le process se fait de la prise de contact Oui. jusqu'à l'installation et la prise en charge de la partie Mhm. software? Ah, tout à fait. OK. Du coup, juste avant de répondre à ta question, je fais juste une parenthèse pour dire que j'ai commencé à travailler sur Pozos vraiment directement après mes études. Donc, ce n'est pas quand j'ai commencé à enseigner. Donc, j'étais encore salarié quand j'ai commencé à travailler sur Ah, Pozos. ok, Voilà, ok. la précision. D'accord. Comme ça, on comprend un petit peu tout le background. Voilà, c'est juste en fait. Donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à travailler. Mhm. Parce que tu en parlais justement précédemment qu'il fallait un petit peu occuper le temps que C'est à ça. l'époque, tu usais pour soit réviser, faire apprêter des devoirs ou des exposés. Mhm. Là, tu as capitalisé ce temps en commençant déjà à préparer un projet, je ne vais pas dire projet de vie, un gros projet. On ne sait jamais, peut-être il y a Oui. d'autres qui arrivent encore dans l'avenir. Mhm. Donc, Ouais. effectivement, donc maintenant, pour revenir du coup à ta question sur le process et tout, déjà, c'est important de relever, comme tu l'as fait, que non, il y a forcément des gens qu'il faut convaincre, il faut éduquer la population, il faut leur montrer qu'il y a des besoins. On n'a pas directement cherché en fait cette cible-là. Donc, dans un premier temps, on a pris pour cible les gens qui comprenaient la nécessité d'avoir ce genre de système, et notamment Sankara, donc, qui est géré par Loïc. Donc, Loïc, lui, il voit nos vidéos sur Facebook et il nous contacte. Il nous dit, j'ai vu votre vidéo et ça m'intéresserait de mettre cela en place chez moi pour pouvoir suivre parce que lui, il se déplace beaucoup. Donc, quand il arrive au restaurant, il veut juste avoir une vue synthétique de tout ce qui s'est passé. On lui dit, OK, il n'y a pas de souci. On a des caisses enregistrées disponibles au Cameroun et mon ingénieur commercial ou notre ingénieur commercial va venir te voir et discuter toi avec pour les modalités et tout ce qui est formation de tes employés. Donc, c'est comme ça que mon ingénieur commercial technico-commercial, comme François, que je salue chaleureusement ici, va donc voir Loïc et lui montre comment le produit fonctionne. Et après une semaine, il installe, on met ses produits à l'intérieur, on forme ses employés et ses employés deviennent autonomes dessus. L'avantage qu'on a eu en fait, c'est que on a en fait passé par le chef pour que la solution soit implémentée. Parce que des fois, lorsqu'on rencontre plutôt l'employé sent qu'il sera contrôlé et il n'a pas envie d'apprendre de nouvelles choses. Donc, voilà, il dit non, on n'est pas intéressé. Mais l'avantage, Ouais. c'est que l'on fait directement avec le chef. Ça veut C'est dire que notre même si les culture, employés ne quoi. voulaient pas Là, tu décider, accèdes directement voilà, à celui qui a la décision et la prise de décision, quoi. Très bonne c'est ça. stratégie, Et d'ailleurs. donc, lui, il disait, vous allez l'utiliser. Et donc là, effectivement, on l'a utilisé. Bien évidemment, le produit était à ses débuts. Donc ça fait à peu près 8 mois, hein, je pense 8 mois, ouais. Donc, le projet est encore à ses débuts. On a besoin de retour vraiment très, très frais. Donc, de Mhm. retour pour savoir si De feedback. l'appareil vraiment répond aux besoins parce que c'est notre tout client. C'est pour ça qu'on l'aime vraiment particulièrement, Loïc. Donc, Ah, voilà. c'est lui, c'est votre premier client, en fait, Ah Loïc. oui, tout premier de Mais, premier. C'est vraiment, mais il a fait une très belle promo, une très belle promo de votre produit, de votre effectivement, solution, hein. oui, c'est pour ça Puisque qu'on. moi on a abordé le sujet parce que lorsque je préparais l'interview sur lui, j'ai creusé, je suis tombé sur
sur sa page, disons en fait commercialiser une solution de gestion de sa logistique et de son entreprise et tout. Et puis je me disais, mais c'est quoi la transition entre un mec qui est supposé être agripreneur dans l'agriculture et tout, et il est encore en train de créer des logiciels, ça c'est tout. C'est comme ça qu'on en parle dans l'interview. Il me dit non, en fait, il est passé Effectivement, par un tiers et il fait une promotion en fait, comme il a une plus grosse visibilité par rapport à vous. Enfin, au moment où on a fait l'interview, maintenant je sais pas. Mais allez, au moment où on a fait l'interview, il avait quand tout à même une fait. plus grosse visibilité. Mhm, mhm. Et c'est ainsi que par son biais, moi j'ai entendu parler de vous et on se retrouve là aujourd'hui. Donc, du coup, la solution, elle est complètement. La partie hardware est faite sur place ou ce sont la box et tout ça, ça vient de l'Occident ou de la Chine, je sais pas. C'est comment Alors est-ce que. oui, notre matériel, il vient de la Chine, on va dire. En tout cas, tout est fabriqué en Chine, ça c'est sûr. Mais maintenant, tout Ouais. dépend de là où on l'achète. Donc, Mhm. moi, généralement, je l'achète sur des sites qui sont connus, hein, Amazon, Cdiscount et tout. Et lorsque ça arrive, on appelle, du coup, je vais appeler ça la matière première. Quand ça Mhm. arrive, du coup, C'est chez des moi, je passe white à la label, fabrication. je crois, des trucs en marque blanche. Et puis maintenant, vu il y aura C'est des ça. customisations à faire, on peut tout Voilà, je monte redesigner mes et mettre trucs, des tickets voilà, je mets position. les trucs entre eux et j'installe le logiciel sur lequel on a travaillé. Et ensuite, j'envoie la caisse au Cameroun. Et donc là, depuis là, en fait, mon technico-commercial récupère la caisse et va éventuellement l'installer. Donc chez Sankara, ça a été très simple pour l'installer et tout. Et il nous fait des retours constamment. Donc il comprend qu'il peut avoir des bugs. Il peut avoir des choses qui ne marchent pas très bien parce que c'est normal. On lui a bien fait comprendre que nous sommes tout jeunes et tout nouveaux. Donc, Mhm. est-ce qu'il est prêt à nous accompagner dessus? C'est pour ça qu'il nous soutient toujours. Donc, il nous fait des retours, on améliore le produit. Voilà. Et c'est comme ça qu'on l'améliore. Il commence bien évidemment à avoir le potentiel. Il se dit, bon, moi, je peux effectivement m'occuper de la partie voilà, marketing, bref, être un intermédiaire parce que je connais du monde et tout. On lui dit, il n'y a pas de souci, effectivement, tu peux effectivement nous trouver des clients, etc. etc. Donc, c'est comme ça qu'on commence à nouer donc, un partenariat avec lui. D'où la publication qu'il fait et ce qu'il a mis en fait sur sa page Facebook. Donc, il a vu que le produit répondait à un besoin. Et il a dit, bon, je vais vous Mhm. soutenir dans ce sens. Ok. Donc, du coup, pour résumer, toi, à chaque fois qu'il y a une commande, en fait, tu commandes toi-même la matière première que tu customises et Mhm. puis tu envoies notamment chez le destinataire. Mais du coup, euh, est-ce qu'il y a une stratégie qui est déjà mise en place au cas où les commandes elles viennent de façon, comme on dit souvent chez nous, non contrôlée? Oui, oui, tout à Je fait. veux dire, Alors, là, parce en que fait, j'imagine que ce sera plus évident à chaque fois de prendre, si tu as, je sais pas, 100 mhm, commandes par mois, ce sera pas évident à chaque fois, surtout seul, tout à fait, tout à de, fait. Mhm. de gérer C'est tout vrai ça. que Vous êtes combien dans l'équipe avant de répondre à la question? Est-ce que c'est combien de personnes déjà, Pozos, aujourd'hui? alors, actuellement, dans la core team, on va dire dans l'équipe de base, on est trois dans la Mhm. société. Ok, Maintenant, on a la team étendue, donc des personnes qui nous aident, en fait, donc des proches qui nous aident et tout. Mais on va dire, le noyau même, c'est trois personnes. d'accord. Donc, trois associés à la Ok. base. C'est ça. Mhm. Donc, Et du maintenant, pour coup, revenir, comment vous faites pour, oui, pour revenir justement? Ouais, je t'écoute. voilà. Donc, pour revenir du coup à l'aspect fabrication, en fait, vu que c'est des idées quand elles ont fonctionné vraiment avec la méthode de Lean, on fait, on teste, on Mhm. améliore, et on était dans l'étape de validation des hypothèses, Mhm. en préparant bien sûr une stratégie. Donc maintenant, nous sommes dans la deuxième phase qui est le bootstrapping. Donc, on va principalement fonctionner sur les bénéfices qu'on réalisera, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On prend une certaine quantité de caisses qu'on envoie au Cameroun. On va dire entre 10 et 15. Mhm. On envoie au Cameroun et donc ça reste stocké quelque part dans notre D'accord. hangar. Et lorsqu'un client a besoin, du coup, on va maintenant prendre la caisse et on la lui donne. Parce Mhm. qu'on n'a pas encore les moyens de pouvoir fabriquer localement ou alors fabriquer une certaine quantité. Parce qu'on a pour aussi cette Mhm. demande-là. Donc voilà, les demandes deviennent plus à compte-gouttes. Donc nous, on sait qu'on est capable de monter éventuellement une nouvelle caisse en plus ou moins une semaine et qu'elle soit au Cameroun. Mais tout au moins, on a une réserve disponible pour que si on a des clients qui en demandent 5, ben, le temps de lui donner les 5, moi j'en ai préparé 5 ici et on remplace dans le stock. Donc on va dire que Mhm. pour l'instant, c'est limité. Ça, c'est la partie hardware. Donc, qui est en fait Mhm.
un premier pan de la société. Mais bien sûr, ce qui intéresse aussi, c'est le software. Donc, on est contacté par des personnes qui voudraient en fait lancer leur société ou alors leur business, fast-food, etc. et qui ont déjà du matériel. Donc, des grandes bornes tactiles, un peu comme même dans les fast-food de McDonald's ou dans les grands supermarchés ici en Europe, et qui aimeraient avoir le software. Donc, il y a également ce deuxième aspect-là, en fait, de la solution, où nous, on devient un fournisseur de logiciels. Et là, c'est plus des gros clients, en fait, qui ont déjà acheté de gros serveurs, de grosses machines. Parce que les petits clients qui sont notre première cible, on leur apporte tout. Matériel, lecteur de code barre, imprimante, etc. Mais pour les clients qui ont déjà du matériel, Et même la formation pour pouvoir comprendre comment ça fonctionne. voilà, on les forme également. C'est ça. Donc, on a deux cibles. Voilà. Et juste pour faire une petite parenthèse sur les clients qu'on a eus, Ok. on a réussi en fait à vendre dans différents pays. Donc, au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Togo, même ici en France. Voilà. Donc, pour dire qu'il y a un besoin Ah, qu'on même en essaie de... France. Oui, en France, ouais. Et la semaine dernière même, j'étais installé. Bon, bientôt, je vais faire la vidéo. Il y a un restaurant camerounais là, à Paris, là. Et donc, je suis allé installer ça le week-end dernier. Donc, on peut considérer qu'effectivement, le besoin est également latent en France et même en Europe. On va dire que c'est plus des personnes africaines qui nous contactent parce que voilà, c'est principalement notre cible là-bas. Mais pour l'instant, ce n'est pas notre principale cible, les commerçants d'Europe. C'est vraiment Afrique et principalement Cameroun pour l'instant. Donc moi, j'étais surpris quand j'ai des gens qui m'appellent au Togo, en Côte d'Ivoire, en Guinée et tout, qui me demandent ça. Je dis, mais les gars, attendez. Pour ceux qui ont reçu leur caisse, c'est parce qu'ils avaient soit de la famille ici en France, Oui. par laquelle j'ai envoyé le colis, ou alors étaient déjà ici en France et voulaient rentrer avec dans leur pays. C'est la chance que j'ai eue pour les personnes qui ont reçu dans ces différents pays d'Afrique. Ok. Donc, il y a un besoin qu'on essaie plus ou moins de répondre. Voilà. Ok. Je voulais qu'on parle un petit peu de la partie comment est-ce que tu as lancé la Captables, comment est-ce que côté financier, comment tu as lancé les premiers trucs, notamment avec Loïc. Mais avant, je voudrais que tu me dises, qu'on parle un petit peu euh, du software en lui-même. C'est toi-même qui as développé tout le truc Ouais. ou avec les trois autres associés, qui a travaillé en fait toute la partie coding. OK. Donc, maintenant, pour savoir la partie coding, en fait, l'informatique de nos jours, on va dire, on ne crée plus rien. Et c'est mieux de se baser sur une solution qui a déjà été éprouvée. Donc, je suppose que tu connais la notion d'open source. Mhm, bien sûr. Ça veut dire que j'ai le droit de prendre le logiciel, le modifier et Faire à ta sauce. éventuellement le revendre ou le récupérer, etc. Mhm. Donc, ça veut dire que moi, quand je fais mes recherches, je me dis, mais attends, je n'ai pas les moyens financiers parce qu'au début, une startup n'a pas d'argent. Donc, je n'ai pas les moyens financiers pour payer des développeurs parce qu'à la base, moi, je ne suis pas développeur. Et je me dis, ça me prend trop de temps. Et les gens ont déjà eu ces problématiques de gestion de stock, etc. Donc, je me base donc sur un logiciel open source que je prends et que je customise pour qu'il puisse répondre aux besoins du marché africain et camerounais en particulier. Mhm. Et c'est donc ça que j'installe sur le hardware que je monte pour envoyer au Cameroun. Et donc, je fais partie d'une communauté des personnes qui travaillent sur le logiciel en question, en fait. Donc, vu que c'est open source, du coup, c'est disponible sur un site particulier. Mhm. Et on y apporte des améliorations. Donc, je le dis également contributeur. Même si derrière, chacun fait son business derrière. Mais on a tous une même base, en fait. C'est Ouais. cette base-là que je récupère. Ah, c'est vraiment très intéressant, ça doit donner plein d'idées aux gens. Et du coup, Ah j'imagine oui. sur la partie quand même hardware, même si software, il y a quand même, il faut sortir un petit peu quelque chose de sa poche quand même. Comment est-ce que tu as lancé les premiers produits, tes premiers clients? Comment est-ce que tu as fait financer? Comment est-ce que tu as géré tout ça? Bonne question. Du coup, pour lancer une entreprise, généralement, en France, c'est assez simple pour les natifs parce qu'ils ont des aides, des trucs et tout. Voilà. Pour nous, Africains, c'est difficile autant en Europe que chez nous en Afrique. Donc, ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai utilisé mes économies. Donc, moi, j'ai fonctionné sur mes fonds propres. Et jusqu'à maintenant, parce que c'est maintenant que nous sommes en train de créer vraiment la structure avec un capital. Mais avant, c'est moi qui ai tout financé, l'achat du matériel et tout. Mais vu que généralement, je faisais du bénéfice, donc au final, l'argent revenait chez moi.
Donc, je n'ai pas eu à investir une somme folle au début. Non, j'achète, j'installe mon logiciel, je vends, l'argent revient, j'achète encore. On peut pas faire mieux, hein. Donc, voilà. Est-ce que tu te faisais payer avant de lancer, avant d'acheter le hardware et d'installer toi à l'intérieur? Euh, Quelquefois, il m'est arrivé, mais généralement, non. Généralement, j'achète. Parce que je voulais tisser en fait un lien de confiance. Donc, je disais à la D'accord. personne, moi, j'ai déjà acheté le matériel. Je fais tout, je fais tout. Je dis que bon, pour l'envoi, envoie-moi juste la moitié des sous. Et quand tu reçois, tu m'envoies le reste. Et ça a toujours fonctionné, quoi. Ça a toujours fonctionné, ouais. J'ai jamais été déçu, ouais. Jusqu'à présent, c'est une pratique c'est toujours quelque chose que tu pratiques ou là, bon, comme tu es en train de te professionnaliser. Alors oui, effectivement, là, on essaie d'avoir des process où la personne va avancer l'argent. Quand c'est du hardware, en tout cas. Mais voilà, jusqu'à maintenant, je fabrique et après, j'envoie et ils me donnent l'argent. Je fonctionne à la confiance. Parce que c'est important, en fait, de montrer aux gens que les paradigmes ont changé plus ou moins. De ne plus avoir peur de son frère. Parce que quand tu es en Occident, ici, tout le monde fait confiance à tout le monde. Donc, c'est-à-dire, quelqu'un peut même te laisser sa boutique, il sort, il part faire 2 tours. Mais sauf que, entre nous, Africains, des fois, c'est dur, en fait, de se faire confiance. Donc, en disant à quelqu'un qui est à l'autre bout de la planète, disant que non, t'inquiète, je vais t'envoyer le truc, tu vas m'envoyer l'argent après. C'est rare, mais les personnes sont surprises. Et au final, ça crée des liens, tu vois. Ça a créé beaucoup de liens entre moi et certains clients, en fait, notamment en Côte d'Ivoire. Parce que ces personnes-là sont toujours surprises par moi. C'est-à-dire, j'ai envoyé le truc, elles ont reçu, et même quand elles voulaient me payer, j'ai dit non, c'est bon, est-ce que tu fais suffisamment de chiffres pour me verser l'argent? Il n'y a pas de problème. Hein, Autant moi-même, je peux avoir des problèmes de trésorerie, mais j'ai créé ce lien-là, ce qui fait que ce sont des gens qui me cherchent, même des clients. Voilà. Ça m'a permis plus ou moins de créer cette relation de confiance en fait, et de proximité parce que mes clients m'appellent sur WhatsApp, on fait même des appels visio, ils me disent ah, tu m'avais dit que le truc, si c'est comme ça, comment est-ce qu'on fait? Je dis ok, je vais te montrer, vas-y. Tac, 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 tac. Et on a également monté en fait une plateforme. Bon, mais là, c'est la parenthèse dans la partie formation. Parce que vu qu'on est à distance, c'est problématique. Il faut bien que les gens puissent savoir comment utiliser. Donc, on a monté en fait un site où ils vont se former comme dans les cours en ligne, en fait. Genre Ouais, des petits masterclass. C'est ça. Où on a publié des vidéos pour voir comment on utilise la caisse enregistreuse. Et si besoin, on est disponible sur WhatsApp où ils nous appellent. Alors, ils préfèrent généralement la solution d'appel WhatsApp parce qu'ils nous ont en direct que d'aller sur Ouais, c'est voilà. direct. Ouais. Malheureusement, je pense que Ouais, c'est vrai que ça va être chaud après quand il y aura plein de clients, ça va être chaud, ouais. mais bon, c'est à voir. Peut-être ça pourra créer une nouvelle niche, les gens qui organisent des télétravail pour C'est ça. des entreprises tierces comme toi et des entreprises qui sont directement sur le terrain. Ouais, c'est vraiment intéressant. Du coup, je veux qu'on revienne aussi sur la partie, euh, la valeur que tu apportes en fait, pour que les gens puissent un petit peu comprendre l'impact de tout ce que tu fais sur l'avenir du commerce en général, en fait, et peut-être notamment gagner de nouveaux clients, quoi, pour qu'il faut qu'ils comprennent du point de vue euh, objectif, en fait, dans la réalité, en fait, tout ce que tu fais d'ailleurs en termes de hardware, software, qu'est-ce qu'on voit à la fin, quoi, ils s'en foutent de toute la partie technique qu'il y a derrière, qu'est-ce que ton truc lui permet concrètement d'avoir ou qu'est-ce que ça améliore dans son business, quoi, que ce soit le restaurant, que ce soit le petit café du coin, que ce soit, je sais pas, j'ai vu dans ton site, tu parlais même de bénitaria. Bénitaria, chez nous, c'est genre, on a des petits trucs comme ça, Tout des à gens fait. qui vendent des Tout à fait. beignets, des haricots dans des enceintes et tout, mais qui pourraient potentiellement aussi se digitaliser. Why not? Donc, est-ce que tu peux un petit peu spécifier ça avec des thèmes très simples pour que même ma grand-mère puisse comprendre. Donc, là, on pourra toucher le maximum de ces personnes-là, quoi. Tout à fait, tout à fait. Vu que c'est eux nos cibles, donc c'est normal qu'on puisse utiliser les termes qui sont assez comestibles pour eux. Effectivement. Du coup, quand on fabrique alors notre bidule, machin, truc, chose dont on fait la vidéo tout le temps, Ouais. le métier, c'est d'apporter une plus-value en fait aux commerçants. Mais de quelle façon? Vous avez une maman, elle gère son commerce. Aujourd'hui, elle vend 10 beignets. Demain, elle en vend 15. Après-demain, elle en vend par exemple, on va dire 5. Et après, elle n'en vend que 2. Dans son esprit, en fait, elle n'arrive pas à savoir exactement ce qui ne va pas. Nous, on lui dit, grâce à cet outil-là, en fait, tu peux comprendre, diagnostiquer ce qui ne va pas dans ton commerce. Parce que tu seras capable de suivre, en fait, au niveau de tes entrées,
les clients que tu as eus, qu'est-ce qu'ils ont aimé manger dans ton bénétariat. Peut-être que le troisième jour, tu as mis plus de sel que d'habitude ou bien plus d'huile que d'habitude. Et là, ils sont partis. Et là, tu as vendu 2 bénis. Ça veut dire que tu as une visibilité sur tout ton commerce. Ce que tu as dû acheter, ce que tu as vendu, la qualité de ce que tu as vendu. Et par la suite, tu as un bilan qui te dit, bon, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et pouvoir diagnostiquer, parce que c'est ça notre problème. Notre problème n'est pas forcément l'acquisition de la vente, non. C'est de comprendre ce que c'est que cette information-là, en fait. Donc, ce qu'on leur donne, c'est un outil au final qui va leur permettre de prendre des décisions, parce que c'est ça la finalité. Ce qui ne suffit pas d'enregistrer des commandes, non. C'est de pouvoir comprendre ce qui se passe dans le commerce et pouvoir prendre des décisions stratégiques. Est-ce que je dois ouvrir une deuxième boutique dans un autre quartier? Mon produit, s'il marche bien, est-ce que je dois en acheter 100 autres? C'est ces questions-là, en fait, auxquelles on est capable de répondre lorsqu'ils utilisent, en fait, nos questions enregistreuses. Autre exemple, vous avez les mamans qui partent souvent au deuil et laissent la boutique à l'enfant. Nous, dans la boutique de notre oncle, quand il laissait sa boutique à son fils. Son fils, lorsque nous on venait, il nous donnait les trucs gratuitement parce qu'on était de la famille. Mais son père ne savait pas. Donc, il n'a pas ce suivi-là. Donc, il y a beaucoup de mamans comme ça. Elle laisse le truc à la famille et tout. Elle n'a pas de suivi. Et elle va simplement subir les bêtises que les autres vont faire, en fait. Or, si elle est capable d'anticiper, d'avoir une visibilité sur son activité, alors elle sera capable de pouvoir apporter les correctifs nécessaires ou même l'évolution nécessaire, en fait. Ça, c'est encore un aspect. Maintenant, il y a encore un autre aspect que j'aime souvent mettre en avant, si tu me le permets. Bien sûr. Alors, donc, l'autre aspect que je vais mettre en avant, c'est le fait que au Cameroun, on va dire, il n'y a pas de financement. On ne finance pas les gens, on ne finance pas et tout. OK, ça, je comprends. Donc, il n'y a pas vraiment des business angels, etc. Mais quand je regarde bien, si je veux voir une maman, je lui dis, bon, maman, je vais t'aider avec 1 million pour ton commerce. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui viennent manger là constamment. Je dis, bon, maman, essayons de me convaincre alors que ton tout, si je dois investir les 1 million là, ou les 10 millions. Qu'est-ce qu'il va me dire? Et normalement, il dit que oui, mon fils, mes beignets se vendent bien. J'achète ça ici, je fais comme ça, je fais comme ça. Pour quelqu'un qui veut financer, en fait, ce n'est pas cette information dont il a besoin, on est bien d'accord. Yes. Lui, il veut savoir, voilà le cash flow. Je sors ça, je rentre ça. Je vends ça, j'ai ça. Tu vois? Ça veut dire qu'au final, au travers de l'outil, en fait, elle peut produire des documents qui lui permettront de convaincre son oncle ou bien à la tontine en disant, s'il vous plaît, laissez-moi bouffer le tout parce que là, c'est critique. Pardon, laissez-moi bouffer ça. Tu vois? Et convaincre des gens. Parce que je t'assure, il y a des gens qui ont de très bonnes idées, mais simplement, ils n'ont pas les données qui permettent de justifier cela. À la Silicon Valley, ce qui est vrai, c'est que quand tu te réveilles, tu dis aux gens que tu as fait un rêve, tu as fabriqué un avion qui volait on te finance 1 milliard d'euros. Tu vois, donc, là-bas, dans la Silicon Valley, tu as une idée, on te donne 1 milliard, on dit vas-y, prends. On te demande même pas si tu as des chiffres ou quoi que ce soit. Mais chez nous, on a encore une étape à passer. L'étape de l'explication de notre besoin. Parce qu'ici, il y a des gens qui m'ont même appelé pour financer Pozos et j'avais du mal à leur dire quel est mon besoin. C'est moi parce que je n'avais pas de données en fait à leur fournir. Parce qu'ils m'ont dit que oui, on voit tes vidéos, on sent que tu résous un problème. Mais quelle est ta vision? Quelles sont les données que tu as? Comment est-ce qu'on peut t'aider? J'avais du mal à l'exprimer. Mais là, la maman qui va se baigner pourra dire que vraiment, moi, chaque semaine, je dépense 10 000 et je gagne 20 000. Voilà comme ça ma cible. Voilà, voilà. Je dis que, OK, Mathé. Ça veut dire que si on se projette comme ça, comme ça, comme ça, si je te donne 1 million, ça peut me ramener même 1,5 million d'ici 3 mois. Vas-y, on agrandit ta boutique. Tu vois? Mais sans cette donnée-là, c'est compliqué en fait de pouvoir comprendre le besoin des gens. Et c'est dans cet aspect-là aussi qu'on apporte en fait au travers de la question enregistreuse. Ça, c'est un très, très joli argument. Moi, je suis déjà convaincu. Pourtant, c'était une maman virtuelle. Donc, mais qui est représentative notamment de la plupart des mamans. Donc, c'est pas totalement faux, quoi. Donc, très, très bonne explication. Est-ce qu'on peut revenir maintenant sur... je suis tombé aussi sur d'autres vidéos où tu parlais de vidéos. Là, est-ce qu'on est toujours avec Pozos ou avec une autre partie optionnelle de Pozos, à partir de vidéosurveillance?
Alors, oui. Donc, on est plus sur de la caisse enregistreuse. Alors, effectivement, au début, ça a commencé avec la caisse enregistreuse. Après, on a dit, on va essayer de quoi, de fournir beaucoup plus de services. Parce que il est la caisse enregistreuse. Oui, c'est bien beau. Mais certains nous disent, je veux aussi surveiller les gens qui sont à l'intérieur. Je veux pouvoir surveiller le trafic dans ma boutique. D'où les différentes options qui viennent en plus. Notamment vidéosurveillance, panneaux de publicité, un peu comme on voit dans les gares ici ou dans les grands supermarchés. Mhm. Donc voilà, on a essayé de racheter afin d'être beaucoup plus compétitif. Parce que vous avez des gens, lorsqu'ils achètent son logiciel de caisse enregistreuse, ils vont ensuite voir une autre entreprise pour avoir le système de vidéosurveillance. Il peut avoir une autre pour avoir un système de panneaux d'affichage et tout. Ça fait qu'ils traitent avec plusieurs interlocuteurs. Toi, tu upsell directement sur ça, quoi. Exactement. J'essaie d'agréger ces besoins-là et je fournis ça en fait dans mon offre. C'est pour ça que nous sommes en train d'étoffer et d'autres vidéos arrivent en fait toujours dans ce sens-là. Ah, c'est vraiment, vraiment, vraiment top, quoi. Et du coup, est-ce qu'il y a est-ce que tu as prévu, par exemple, de faire une levée? Parce que j'imagine, surtout pour la partie vidéo, vu qu'il y aura beaucoup, beaucoup plus de hardware, même déjà sur la partie de la caisse enregistrée, il y a beaucoup de hardware pour pouvoir atteindre un certain stade et toucher beaucoup plus de clients, tu auras forcément besoin de plus de fonds. Donc, du coup, c'est quoi? Est-ce qu'il y a une stratégie qui est déjà en place par Mhm. rapport à ça, par rapport au cash? Mhm. Effectivement, comme on dit, la trésorerie est la mère. Donc, c'est la trésorerie qui désigne tout. Donc, lorsqu'on va vouloir effectivement faire plus de choses, il nous faudra beaucoup plus de capital à injecter dans l'entreprise. Et à ce moment-là, on fera appel, donc notamment grâce au levée de fonds ou à des capital risques. Bref, on fera appel on va dire, à du cash externe. Pour l'heure, on finance nous-mêmes, donc avec mes associés. Pour l'heure. Mais oui, on réfléchit à une stratégie quand on voudra beaucoup plus s'agrandir. Parce que là, comme on est dans une étape de bootstrapping, on souhaite fonctionner sur les revenus internes à l'entreprise. Donc, trouver notre business model. Parce qu'en réalité, on teste des choses. On teste des possibilités. On voit, parce que quand les gens nous contactent, ils nous disent, bon, j'ai mon fast-food, j'ai vu votre logiciel. On dit, ah, voilà un nouvel élément qu'on peut mettre dans notre catalogue de services. On ne savait pas. Ou bien alors au niveau du prix. Parce qu'à la base, quand j'ai fait le prix de ma caisse enregistreuse, je l'ai fait principalement par rapport au coût. Mais maintenant, on essaie de rationaliser cela. On se dit, qu'est-ce que les gens sont prêts à payer pour avoir ça? Qu'est-ce que donc on teste des modèles. Est-ce que on loue la caisse? Est-ce que on fait donc on teste différents modèles en fait en fonction des clients pour être sûr d'avoir un bon business model et pouvoir enfin se projeter. Donc ça passe par de la prospection, ça passe par des Ok. tests. Et du coup, en parlant de tarifs, c'est quoi les tarifs? Alors, on a une grille en fait de tarifs qui dépend vraiment du cas d'usage. Vous avez des clients qui diront, moi, je souhaite avoir le lecteur de cours de barre avec ça, avec ça, avec ça. Donc, on a généralement une grille. Mais de façon générale, le prix varie entre 300 et 500 000. Ce qui reste vraiment très, 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 très négligeable par rapport à ce qui se fait ici, là. Bon, c'est vrai Exactement. que c'est pas le même niveau de vie, Exactement. mais Et du bon. coup, tu comprends effectivement pourquoi est-ce qu'on est parti sur un truc comme ça, ouais. C'est aussi normal que ça coûte très cher ici parce que des fois, c'est des boîtes où ils embauchent 10, 15 personnes, tu vois, pour développer. Et il faut bien les payer. Alors que moi, je vais sur Internet, je vois qu'il y a des projets communautaires qui existent et je décide de devenir contributeur et je récupère le logiciel, je le stabilise et je l'utilise dans mes caisses. Donc, c'est l'aspect Open Innovation. Mhm. Donc, c'est vraiment l'aspect open source. Je profite vraiment du fait que certains outils ont été ouverts et ça donne la possibilité de réduire les coûts à l'entrée sur le marché. Ouais, Donc, notamment dans le cas des logiciels de ouais, plein parce qu'il y a d'opportunités. Sage, il y a SAP, voilà. Bah, top. Wow, c'est vrai que ça fait déjà 1 heure d'interview, mais bon, j'ai encore j'avais une question quand même là qui me trottinait encore à l'esprit, je l'ai oublié du coup. Mais Ouais. c'était une question ça concernait en fait, voilà, ça me revient, l'acquisition en fait. Est-ce que tu as une stratégie que tu as mis en place comme ça pour pouvoir atteindre un max de clients? C'est vrai que vu que tu connais déjà un petit peu ton client cible, c'est des dirigeants, pas des gens qui sont au bas de l'échelle, ceux qui ont directement la prise de décision sur l'achat ou pas de ton logiciel selon qu'ils soient convaincus par tes arguments. Est-ce qu'il y a une stratégie que tu as mis en place pour tout ça, en fait? Ouais.
Comment est-ce que tu vas avec tes clients? Tu utilises les médias sociaux, de la publicité payante ou tu vas en interview, en télé? Comment est-ce que tu fais? Alors, bon, je vais aller donc de façon chronologique. Au début, vu que je n'étais pas dans ces différents pays, même j'étais pas allé au Cameroun depuis longtemps, donc je fonctionnais sur les réseaux sociaux. Je postais des vidéos, des trucs, des photos et tout, pour montrer comment le produit fonctionne. Donc là, ça m'a permis d'avoir les premiers clients qui ont au final été les testeurs bêta de ma solution. Après, on a vu, on a stabilisé le produit, on a dit, bon, deuxième phase, il faut qu'on aille sur le terrain parce que la maman du végétarien n'est pas forcément sur Facebook. Donc, on a pris une commerciale qui, depuis environ 1-2 mois, est sur le terrain. Elle va voir les commerçants, elle leur parle de la solution, elle leur montre comment ça fonctionne. Ça, c'est la deuxième phase. Maintenant, la troisième phase, et c'est sur laquelle nous sommes, c'est peut-être la vidéo que tu as vue. Je ne sais pas si tu l'as vue. Ah oui, non, je pense que tu l'as peut-être vue sur LinkedIn. C'est la formation gratuite qu'on organise. Ouais, j'ai vu une formation, et notamment ça sera dans l'immeuble Startup Academy. Tu peux rappeler les dates hein, pour C'est ceux ça. qui aimeraient y participer. Je crois qu'il y avait 2 ou 3 dates, je ne sais plus trop. Si tu peux C'est les... deux, effectivement. Donc, le 22, c'est à Yaoundé et le 29, c'est à Douala. Donc, la formation, c'est pour montrer, en fait, aux commerçants comment est-ce qu'ils peuvent faire mieux, comment est-ce qu'ils peuvent multiplier leur chiffre d'affaires grâce au numérique. Donc, on va leur donner, en fait, les leviers, que ce Mhm, soit le e-commerce, la vente via les réseaux sociaux, l'utilisation de caisses enregistreuses pour la numérisation. Bref, on va leur donner ces leviers-là. Pourquoi mhm, est-ce que c'est important pour nous? Parce que ça permet qu'on puisse avoir directement notre cible dans une pièce. Donc là, actuellement, il y a par exemple déjà plus de 110 inscrits. Au lieu d'aller les chercher, c'est eux qui viennent à nous parce que la formation elle est gratuite. Donc nous, on va leur donner les leviers qui sont les outils qu'ils peuvent utiliser mhm. et par la suite, essayer de les convertir en clients potentiels. C'est ça en fait de la stratégie. Donc, on avait la commerciale qui allait dans les boutiques et tout. Maintenant, on leur dit, en fait, venez, on a une formation pour vous montrer comment vous pouvez optimiser votre rendement et les ventes. Et donc, ils viennent tous, parce que ce sont tous des commerçants, exclusivement des commerçants. Gestionnaires de boulangerie, d'hôtel, bénétariat, vente à la sauvette, cosmétique, bref, toutes nos cibles potentielles. Et donc, on se rend compte qu'il y a un besoin. Parce que ça fait juste une semaine que le formulaire est en place et on est déjà à plus de 100 inscrits dans les deux villes. Donc, ça va nous permettre en fait d'avoir notre cible en face de nous et leur expliquer en fait que le produit peut vous aider comme ça, comme ça, comme ça. C'était peut-être des personnes qui ne comprenaient pas les vidéos qu'on faisait en fait, qui pouvaient être abstraites pour elles. Quand je parle des vidéos, je parle des vidéos des cas d'usage en fait, qui ne comprenaient pas Mhm. forcément. Bon, là, tu étais déjà dans le réel et puis il y avait peut-être une phase de background C'est ça. qui n'avait pas encore été Ils saisie, n'avaient pas. quoi. Ils disaient, pourquoi cette histoire? Pourquoi est-ce que des gens ils scannent des choses, quoi? Ils ne comprenaient peut-être pas. Ouais. Donc maintenant, au travers de ça, ils vont venir à nous et là, on va leur expliquer en fait. Donc, on va les rassembler dans un même endroit et leur expliquer que ça peut les aider. Et là, ça fait en fait qu'on puisse avoir vraiment beaucoup de prospects à un moment donné. Là. Mhm. Qui Et du partagent coup, les on va mêmes les... problématiques, notamment. Ça permet que C'est chacun ça. puisse se retrouver dans une communauté, en fait. Exactement. C'est ça. Donc, c'est la troisième stratégie qu'on est en train de mettre sur pied. D'où la formation en fait que je vais donner là-bas. Une très, très, très bonne stratégie. Donc, on rappelle, c'est une formation qui est totalement gratuite pour ceux qui veulent y participer à l'immeuble Startup Academy. Je crois que ça doit être quelque part Isaac-Am, je sais pas trop, j'ai lu un truc comme ça. Voilà, Je vais Yaoundé, mettre Zizakam. ouais, je vais mettre les descriptions qui sont sur ta page là, dans le Ok, descriptif de l'épisode pour ceux ça qui sont marche. intéressés, quoi. Tu peux Ça rappeler marche. encore les dates, notamment pour ceux Donc, qui... le 22 juin, c'est à Yaoundé et le 29 juin, c'est à Douala. D'accord, top. Ok, donc là, on va arriver un petit peu vers la fin et puis j'aimerais un petit peu savoir parce que à côté, c'est vrai que tu ne bosses que 3 jours pour tes formations, mais quand même, ça fait un petit peu beaucoup organiser tout ça. Comment est-ce que tu fais? C'est quoi tes secrets pour mieux bosser? C'est quoi tes outils? Tu as des applications que tu utilises souvent ou comment est-ce que tu médites? Comment tu fais? Evernote, comment tu mets tout ça en place? Alors, du coup, concernant la productivité, effectivement, je travaille 3 jours de cours. Alors, là, je ne sais pas vraiment, ça vient du cœur. Hein, je te dis, je n'ai jamais été autant heureux depuis que je donne les cours que je donne là. C'est-à-dire, ma vie, donc, je me réveille le matin. Je suis très content le lundi matin, hein, depuis que je commence à donner cours. Le lundi Mhm. matin, je cours. Donc, pour te dire à quel point je suis heureux de faire ce que je fais. Donc,
Non, mais je te dis vraiment, le lundi matin, je suis le gars qui court dans le métro pour aller bosser parce que j'aime ce que je fais, j'aime donner cours. Ce qui fait que je ne vois pas ça comme des fois un travail. Pour moi, ça me fait plaisir de le faire. Donc, je suis heureux quand je vais donner cours. Voilà. Mais au niveau de la productivité, forcément, j'utilise les outils de planning, etc. Moi, je fonctionne, j'ai plusieurs catégories d'outils de productivité. Il y a les outils pour planifier le calendrier. Donc, en l'occurrence, j'utilise Outlook, donc voilà la solution Microsoft, De Microsoft, ouais. pour planifier la date. Ensuite, pour la planification de tâches, parce qu'il faut différencier effectivement le calendrier des tâches. Maintenant, pour la gestion des tâches, j'utilise l'outil qui s'appelle To Do Task. Bref, c'est aussi un outil Microsoft. Mhm. To Do, je crois que c'est ça le nom, To Do. Ça me permet de planifier toutes mes tâches en fait. Et enfin, comme outil de gestion de... Ah, parce qu'il y a une troisième catégorie en fait, parce qu'il y a les tâches et le troisième, j'ai oublié quel outil c'est, mais bon. J'ai un troisième outil pour gérer voilà, les notes. Les notes, je n'utilise pas Evernote, j'utilise l'outil Microsoft qui est comparable à Evernote pour prendre des notes en fait. Ouais, ouais, je crois Vraiment, qu'ils ont. Je crois que c'est notamment une. J'ai oublié le nom, mais il y a une boîte qu'ils ont rachetée. Ils ont intégré le système de cette boîte à Microsoft. En voilà, fait, ça doit être un j'ai truc oublié comme en ça. fait. Donc moi, j'utilise Ouais. ça. Et vu que c'est gratos et c'est fourni par mon école, du coup, je profite en tant qu'enseignant, on a quand même quelques, quelques avantages. Quelques Donc avantages, voilà, ce sont vraiment mes ouais. trois outils. Donc, je Ouais, crois que c'est top. non, mais je crois que je peux avoir. Donc, c'est vraiment les outils de productivité que j'utilise constamment. D'accord. Donc là, tu as 25 ans, j'imagine. Oui, j'ai 26 cette année, le 9 octobre. Ouais, top. Donc, si on revient 6 ans en arrière et tu arrives, tu tombes sur ton toit de 20 ans, tout jeune, qui est en train de finir, j'imagine que tu étais déjà sur Grenoble, non? Ou à l'Université des Grenoble, montagnes. je pense que ça doit être à 21 ans, hein. Mais bref, je pense que je venais d'arriver en France, je pense. Ok, qu'est-ce que tu dirais à ton petit toi de 20 ans qui était tout nouveau, qui découvre un nouveau pays, qui a probablement de nouveaux objectifs, des rêves, quoi, qui voit loin et tout. Qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil par rapport à la suite? Alors, de façon générale, je lui dirais accroche-toi. Accroche-toi parce que ce ne sera pas de tout repos. Tu sais, au Cameroun, on est en famille, on nous cajole, la maman s'occupe de toi, le papa s'occupe de toi, et voilà, tu penses que la vie, c'est les bisounours, c'est les télébises, etc. Maintenant, tu arrives ici en France, c'est difficile au début. Donc, mes débuts ont été très difficiles. Donc, si j'arrivais, je dirais en fait à mon moi là, accroche-toi, prépare-toi à ce que ce soit dur. Parce que j'ai mis du temps à comprendre que j'étais pas en balade. C'est pas, voilà. c'est le racisme, le communautarisme, voilà. Prépare-toi à ça. Moi, j'étais un peu le genre de fils à la maison et tout, voilà, qui sortait pas et j'ai découvert ici d'autres cultures. Ça a été un choc culturel et si je retrouve en fait le jeune homme, le gamin insipide de 20 ans que j'étais, je lui dirais, voilà, ne sois pas nombriliste, accroche-toi, ce sera dur et ouvre-toi au monde. Ah, top. Du coup, c'est vrai qu'on a parlé de plein de bouquins. Est-ce qu'il y a peut-être un dont tu recommandes toujours, ou que tu offres souvent en cadeau? Que je recommande toujours, oui. Bon, tout dépend de ce que la personne veut faire, hein. Si c'est pour le business, je lui dis My Personal MBA. The Personal MBA, le gros bouquin, là. C'est ça. C'est ça. Je l'ai lu jusqu'à La m'endormir, mais Bible, c'est c'est la comme Bible. une Bible, cette histoire. Mais oui, c'est vraiment pour moi celui qui condense le mieux les informations qu'on a dans le business. Maintenant, si c'est pour la productivité, voilà, la semaine de 24 heures ou l'autre que j'ai découvert sur la La productivité, semaine des 4 heures de Tim Ferry. c'est ça. Ou alors faire plus, mieux, un truc comme ça, ou bien faire mieux, plus, un truc comme ça. Bref, c'est un petit livre jaune là que j'ai en fait utilisé pour pouvoir en fait avoir les outils que j'ai maintenant en fait, c'est-à-dire celui qui gère les plannings, celui qui gère parce qu'à un moment donné, en fait j'étais toujours très nul en planification des trucs. Donc, voilà. J'ai acheté ce livre là, ce dont je te parle, faire plus, mieux, quelque chose comme ça. Et vraiment, depuis que j'ai mis en place ce système de travail là, je suis beaucoup plus productif. Donc, c'est celui que je conseille souvent aux gens pour la productivité. Top, top. Et qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur? Question qu'il pose souvent en interview chez Facebook. Ce que je ferais si je n'avais pas peur. Qu'est-ce que je ferais maintenant? Ah là, alors, en partie, je le fais déjà parce que je monte ma boîte, mais si c'est que j'ai vraiment peur de rien, c'est que je prendrais mes bagages, mes clics et mes claques et je rentrerai en Afrique.
Et tu as peur de quoi, du coup? Euh, Plus, je vais dire, de la phase d'adaptation, tu vois, et le fait de ne pas savoir exactement ce que je vais faire. Donc, ne pas être rassuré quant à mon avenir là-bas, tu vois, parce que c'est un peu flou. C'est pour ça que je préfère aller par intermittence. Je me réimprègne un peu, je vois, c'est chaud ici, hein. Bon, même si je peux lancer même, prendre même, acheter même un terrain quelque part là-bas, bon, là, tu vois, mais si c'est que j'ai vraiment peur de rien, c'est que là, demain matin, je me lève là, je porte mes choses, je dis, allez, on va se voir là-bas à Yaoundé. Mais voilà, Excellent. il faut plutôt que je prépare ça. Je redeviens maintenant la personne logique en disant, gardez d'abord le rêve là de côté, prépare d'abord le retour. Voilà. Ok. Du coup, où est-ce qu'on envoie les gens qui veulent en savoir plus sur toi? C'est clair qu'on va mettre dans le descriptif de l'épisode tout ce qu'on a déjà notifié plus haut, le site internet et aussi la page Facebook. Sinon, est-ce que les gens peuvent te joindre sur LinkedIn? Oui, sur LinkedIn, oui. Pour savoir plus sur Pozos, Hmm. c'est la page Facebook de Pozos parce que le site n'est La pas page aussi Facebook. tourné. Voilà, pour Pozos. Mais si c'est moi, LinkedIn ou Facebook, voilà. Le nom, c'est le même. Je ne change pas. D'accord. C'est Pozos IT ou IT, pardon? Alors, Ou c'est sur Pozos IT, Facebook, c'est le nom de l'entreprise, mais le site, je crois, c'est pozos.fr, si je ne m'abuse. oui, effectivement, voilà. Alors, à la base, j'avais écrit Pozos IT parce que c'était de l'informatique. Après, quand j'ai programmé, c'était un truc, ça me paraissait trop long. Du coup, j'ai commencé à écrire Pozos. Donc, pour te dire, nous-mêmes, on n'a pas encore tablé, on n'a pas encore tablé sur tout. On n'a pas encore tablé sur tout. C'est pas grave, Voilà, on va on va dire vous Pozos comme retrouver. ça. Il n'y a qu'un seul Pozos. Voilà, c'est ça. Bon, peut-être que quand ce sera un groupe, on va dire Pozos IT, c'est la filiale IT. Et voilà. D'accord. Donc, comme tu as dû sûrement écouter dans les autres épisodes, tu sais que j'offre toujours un bouquin à chaque invité. Et puis, toi, j'ai pas réfléchi par deux fois, j'ai pensé directement au même bouquin que j'ai offert à, à Douglas, notamment à Nelly aussi, parce que je pense quelque part, c'est une problématique qu'on rencontre tous en tant qu'entrepreneurs, ce que ce livre traite. Donc, Mhm. c'est un bouquin de Guillaume Declercq et Baudine qui présente les secrets de productivité de 300 start-upers qui cartonnent. Ouais, Donc, le bouquin s'appelle La 25e heure ok. et je pense que tu vas l'adorer. Tu pourras notamment apprendre plein de choses à l'intérieur que tu sais déjà probablement et que tu ne sais pas, dont tu pourras naturellement continuer à Tout à optimiser sur fait, ce que tout à tu fait. as déjà. Tout à fait. Merci beaucoup. Donc, j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec toi. J'ai appris plein de choses et puis j'aimerais bien qu'on se fasse un follow-up de tout ça, quoi, d'ici, je sais Mhm. pas, quelques mois ou un an pour voir à quel stade est-ce que Pozos se trouve. Et puis, Mhm. donc, merci encore de m'avoir accordé de ton temps. Et C'est puis, moi qui te remercie. Et, dernière chose juste en fait. Peut-être que tu as vu mhm. dans nos vidéos, on met toujours Make Africa Great Again. Est-ce que Ouais, tu as et vu? même dans les textes, dans le texte, en fait, je crois, sur C'est les ça, c'est textes aussi. hashtag là. Ouais. Voilà, parce que je suis aussi un fervent supporter de l'Afrique, donc je souhaite redonner à l'Afrique ses plus grandes couleurs. Donc ça, c'est mon objectif principal. C'est pour ça que je mets toujours Make Africa Great Again. On salue bien sûr ce hashtag. Yes, On va reporter le même hashtag lorsqu'on va publier l'épisode ça va. sur les réseaux. Oh yeah, oh yeah. Ok, salut. Ok, allez. Merci d'avoir été avec moi jusqu'au bout de cet épisode de Débrouillard. Si vous avez apprécié l'émission, la première chose à faire est de le dire à l'invité via les réseaux sociaux. Vous trouverez le lien de ses profils dans la description de l'épisode. Faites-le, c'est très important pour le remercier et pour montrer que Débrouillard est écouté. Presque aussi important, abonnez-vous au podcast et laissez un avis sur Apple Podcasts ou iTunes. 5 étoiles de préférence, ça permet à Débrouillard de monter dans les rankings et d'être donc découvert par de plus en plus de gens. Toutes les informations pour savoir comment vous abonner et ne pas rater les prochains épisodes sont sur débrouillardpodcast.com. Et à cette adresse-là, vous trouverez les informations sur comment me laisser les évaluations iTunes. Enfin, pour ne rien rater, pour ne rien manquer des activités et des coulisses, vous pouvez me suivre sur LinkedIn en cherchant Débrouillard. Merci d'écouter ce podcast et à la semaine prochaine.